Bonjour à toutes et tous, je suis donc Anne Grosperrin, vice-présidente chargée du cycle de l'eau de la métropole de Lyon, autrefois appelée eau et assainissement. Rien que dans le nom, c'est une évolution dans la façon dont on considère effectivement la problématique de l'eau. Cycle de l'eau, on va en reparler ensuite. Ce que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité, et je crois que dans la présentation ça a été bien souligné, de repenser l'eau et sa gestion à l'ère du changement climatique. Il ne s'agit rien moins que de ça. C'est notre élément vital, notre bien commun vital, non seulement pour l'ensemble de l'humanité, mais également pour l'ensemble du vivant. 3 jours sans eau et nous sommes morts, donc ça évoque bien effectivement cette nécessité de remettre cet enjeu au cœur du débat public. Et vous l'avez mentionné également, avec une implication des citoyens qui est essentielle. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui vous voir, parce que j'ai trouvé que cette initiative était véritablement intéressante, d'organiser un forum qui implique associations, citoyens sur cette question de la gestion de l'eau et de sa raréfaction à l'ère du changement climatique. J'évoquerai très rapidement 2 politiques publiques de la métropole de Lyon, mais je ne suis pas là pour ça. Je voulais partager avec vous quelques réflexions plus globales sur la gestion de l'eau en France. Je laisserai à l'agence de l'eau le soin, qui est tout à fait expert dans le domaine, de donner des éléments complémentaires. Je voulais souligner quand même que la raréfaction de la ressource dans le monde a bien sûr commencé. On n'a que 2,8% d'eau douce sur la planète, en fait. On a l'impression que c'est une planète bleue, mais en réalité, l'eau douce utile, et encore sur ces 2,8%, toute une partie n'est pas accessible à l'être humain, c'est une ressource rare et précieuse. Sur notre territoire, en France, 14% de cette eau douce renouvelable a déjà été perdue, en moyenne, c'est-à-dire que l'eau douce renouvelable sur un territoire, c'est l'eau qui tombe avec la pluie et qui est amenée par les cours d'eau. Donc on a déjà perdu 14% de cet apport sur notre territoire. Et aujourd'hui même encore, je l'entendais ce matin, les 2/3 de nos masses d'eau actuellement en France sont à des niveaux insuffisants. Donc les pluies de printemps n'ont pas du tout rechargé effectivement les nappes phréatiques, et ça on le comprend bien puisque c'est la végétation qui en bénéficie, fort heureusement, mais qui ne permet pas de reconstituer les ressources. La situation hydrologique de notre pays, depuis 2 ans, a placé ce sujet essentiel de l'eau au cœur du débat public. Jusqu'à maintenant, c'était relativement invisible, en fait, les citoyens n'avaient pas cette conscience, pour beaucoup, même si certains l'ont depuis longtemps, que nous allions vers une raréfaction de la ressource. Ils avaient un rapport de consommateur à cette ressource. Et il faut changer ce regard. Enfin, vraiment, c'est essentiel parce que pendant des générations, on a eu de l'eau qui coulait à nos robinets sans se demander vraiment d'où elle venait, sans se demander ce qui se passait après quand elle repartait. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Et donc, il y a une prise de conscience de cette raréfaction qui concerne aujourd'hui les citoyens, qui est très présente dans le débat public. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des articles, des émissions sur le sujet. Néanmoins, il y a tout un travail de réappropriation du sujet de la gestion de l'eau et de la gestion concertée de l'eau, parce que ça a été un sujet très technicisé, qui paraissait très technique aux citoyens, alors que c'est un sujet éminemment politique. Et ça a contribué à éloigner cette technicisation les citoyens des enjeux politiques de la gestion de l'eau. Donc il y a une vraie nécessité de se réapproprier les enjeux, non pas techniques, puisqu'il y a des enjeux techniques, mais il y a surtout des enjeux sociaux, écologiques et économiques autour de l'eau. Vous dire quelques mots sur la gestion de l'eau en France, qui n'a pas contribué à la compréhension par les citoyens de sa gestion. La gestion de l'eau en France, elle n'a pas de centre de gravité. Il y a un morcellement, un patchwork de compétences qui sont réparties à différents niveaux institutionnels, qui ne contribuent pas à la cohérence et à la compréhension des politiques de l'eau de manière globale et à la répartition des compétences. Le président de la République a annoncé récemment un plan eau, vous l'avez tous entendu. Il a évoqué par exemple des sujets qui ne sont pas du ressort de l'État. La tarification sociale et environnementale, ou tarification solidaire et environnementale par exemple, les fuites des réseaux, tout ça, ce sont des sujets qui sont gérés directement par les collectivités
Et donc l'État n'intervient pas aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc le paysage est assez flou en termes de gestion institutionnelle. Et on a construit en fait des politiques de l'eau en France et dans le monde, hein, mais sur un référentiel extractiviste en fait. Extractiviste d'une ressource qu'on croyait abondante et inépuisable. Ce référentiel extractiviste, il a conduit dans le monde à une marchandisation de l'eau. Dans les années 80, on a assisté à une marchandisation avec une délégation au privé, une désappropriation du public en fait de cette gestion de l'eau. Et on assiste aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus grave, à sa financiarisation. Il faut le savoir, hein, dans des parties du monde comme l'Australie, la Californie, l'eau est maintenant cotée en bourse. Donc c'est une manne financière qui est destinée à dégager du profit pour des grands groupes. On est très loin du bien commun. La France donc a également intégré ce référentiel extractiviste dans le principe structurant des lois successives de 1964, de 92 et de 2006. Et ces lois ont vraiment gravé à l'échelle institutionnelle, à une organisation institutionnelle particulièrement dense, avec des bassins, alors l'agence de l'eau pour en parler, hein, des sous-bassins hydrographiques avec des acteurs nombreux. En France, on a 6 grandes agences de l'eau qui gèrent chacune un bassin versant, avec des comités de bassin. On a des syndicats de bassins versants qui gèrent des cours d'eau. On a des SAGE, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont gérés par des CLÉ, des commissions locales de l'eau. On a des établissements publics territoriaux, des syndicats d'eau potable ou d'assainissement ou d'assainissement des collectivités territoriales. Donc une panoplie en fait institutionnelle qui gère l'eau à des niveaux différents et qui est donc un référentiel difficilement compréhensible qui s'appuie quand même encore aujourd'hui sur une conception de la ressource destinée à des usages et non comme un patrimoine commun vital pour l'ensemble du vivant. C'est vrai que ça a consolidé cette organisation, une forme d'entre-soi des acteurs de l'eau, et la préservation des fonctionnalités écologiques a été définie en creux par des normes sociotechniques qui sont négociables, un plan de gestion, des débits pour assurer les continuités écologiques, des débits d'objectifs d'étiage, etc. Je ne dis pas que ces normes sociotechniques ne sont pas indispensables, elles sont essentielles. C'est la façon dont on aborde ça aujourd'hui et dont on implique les citoyens dans ces questions qui est fondamentale. Donc il y a vraiment un enjeu démocratique aujourd'hui dans la gestion de l'eau. Ce référentiel extractiviste, il a effectivement joué un rôle, je vous le disais, important dans les modes de gestion d'eau potable en France, notamment, qui a été confié majoritairement aux grandes sociétés privées en France, contrairement aux autres pays européens, qui sont gérés en gestion publique à 80% pour les services d'eau potable. J'ai rencontré une délégation du Japon hier qui m'expliquait qu'au Japon, 100% de la gestion de l'eau est publique. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des échanges avec d'autres pays du monde pour ça. Juste voilà, j'accélère. Je voulais donc finir en vous disant que repenser les politiques de l'eau pour opérer une transition sociale et écologique, ça oblige vraiment à transformer notre rapport sociétal à l'eau pour passer à un référentiel de qualité de vie, d'adaptation au changement climatique et de gestion démocratique du bien commun. C'est vraiment les 3 éléments qui doivent nous guider pour repenser cette gestion de l'eau. Qualité de vie, adaptation au changement climatique, gestion démocratique du bien commun, qui ne doit plus être considérée comme une ressource, mais comme une matrice pour nos politiques publiques. Parce qu'en fait, il ne s'agit rien de moins que nos conditions de vie, présentes et futures. Merci. Est-ce que je peux vous demander simplement de préciser la commune dont vous êtes élu? C'est bien de parler de métropole de Lyon, mais si on vous situe plus précisément. La commune d'Oulin, en fait, de la circonscription Lot-des-Coteaux, c'est-à-dire le sud-ouest de Lyon. Très bien. D'accord. Et une dernière question, puisqu'il reste 1 minute. Est-ce que vous situez, vous, la métropole de Lyon, comme un échelon pertinent d'intervention sur l'eau? Sans dire le catalogue de ce qui se fait, mais est-ce que, à votre avis, c'est un échelon pertinent et avec qui? Alors c'est un échelon très pertinent parce qu'elle a un rôle d'autorité organisatrice de l'eau potable et de l'assainissement, du service public de l'eau potable et de l'assainissement, mais elle a aussi un rôle très important, elle a la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations.
Et elle a aussi la gestion des eaux pluviales. Et la gestion des eaux pluviales, c'est un levier extrêmement important pour transformer la manière dont on fabrique la ville. En milieu urbain, alors là on est en milieu rural, mais cette gestion de l'eau pluviale en milieu rural, elle se pose également. Il y a des solutions qui sont très intéressantes pour arriver à garder l'eau sur le territoire. C'est le travail qu'on est en train de faire dans la métropole de Lyon. J'ai pas eu le temps de vous présenter, mais il y avait 2 politiques publiques que je voulais vous présenter. C'était pourquoi nous sommes passés en gestion publique au 1er janvier 2023. Il y a 3 grands motifs. C'est cette question de la gestion démocratique et l'inclusion des citoyens dans la gestion du bien commun. Mais c'est également confié au-delà de l'exploitation, c'est-à-dire de la production et de la distribution d'eau potable, à une grande régie publique des missions sur la protection de la ressource et sur le droit à l'eau. Parce qu'on pense qu'en France, tout le monde a accès à l'eau et que le droit à l'eau est effectif, ce n'est pas le cas. Dans une métropole comme la nôtre, il y a 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence, qui n'ont pas accès à l'eau pour leurs besoins essentiels, et 22 000 qui n'ont pas de logement, c'est-à-dire qui vivent dans des squats, dans des voitures, au mieux hébergés chez des tiers, mais qui ont des vraies difficultés d'accès à l'eau. Donc cette question du droit à l'eau, elle se pose aussi en France. C'était un choix qu'on a fait de confier ces missions à la régie. Et l'autre politique publique que je n'aurai pas le temps, parce qu'il faudrait une demi-heure au moins pour vous la présenter, c'est la ville perméable. En 2 mots, on a voté une stratégie cadre ville perméable en 2022 qui vise à désimperméabiliser et à déconnecter les eaux pluviales pour les infiltrer dans les sols. Pour plusieurs raisons, parce qu'en milieu urbain et en milieu rural aussi, on a des problèmes de ruissellement. On a eu un changement du régime des pluies, on en parlera certainement après, et de la saisonnalité. Serge Jacquat l'a évoqué, on a des périodes de sécheresse intense et des pluies intenses. Et des pluies intenses et très localisées, qui provoquent des ruissellements, qui provoquent des inondations, qui provoquent des rejets pollués au milieu parce que ça engorge complètement nos stations d'épuration qui sont incapables et qui ne sont pas faites pour traiter cette eau claire. Le fait de ne pas avoir de l'eau sur le territoire, ça ne permet pas d'irriguer la végétation. Donc on a beau déployer des plans de végétalisation, si on n'a pas d'eau pour irriguer la végétation, ça ne fonctionne pas. Donc il faut garder l'eau sur le territoire, ça permet également de réduire les îlots de chaleur urbains. Et garder l'eau sur le territoire, ça se fait de manière très simple, par des choses qu'on appelle solutions fondées sur la nature, qui donc sont l'objet de notre délibération d'imperméable, qui vise à désimperméabiliser, déconnecter les eaux pluviales par un certain nombre d'ouvrages, des noues, des bassins d'infiltration, etc., qui permettent de réinfiltrer l'eau dans les sols, de recharger les nappes phréatiques, de limiter les ruissellements et les inondations. Voilà, donc c'est 2 exemples de choix, de grands choix politiques qui ont été faits pour la métropole de Lyon. Donc ça peut se décliner localement, y compris dans des milieux tout à fait ruraux. Merci.